Aujourd'hui, je vais vous parler des guides techniques. En fait, c'est des documents qui sont gratuits puis que je vais mettre le lien dans la description. Alors, je vais parler d'environ 15 guides techniques. Il s'agit de résumés de d'autres documents que je vais ultérieurement lire, puis je vais vous faire une vidéo pour chaque document où je vais regrouper les documents ensemble. Je trouve ça intéressant de vous parler de ça. Ça parle beaucoup de tout ce qui est forestier, donc la gestion de la faune en forêt, de la mise en place d'aménagement, de la mise en place pour favoriser soit la biodiversité, soit certaines espèces. Bref, pour mieux comprendre notre terrain. Puis je suis vraiment dans un minding de lire là-dessus en ce moment parce que 80% environ de mon terrain, c'est de la forêt. Donc je veux vraiment le réfléchir, l'aménager, le comprendre, puis favoriser certaines espèces, bref. Donc, par contre, pour ces guides techniques-là, ça sera pas nécessairement intéressant pour vous si vous êtes français, ce qui représente 70% des personnes qui me suivent. Mais je vous fais pareil les vidéos là-dessus. Fait qu'on va commencer. Le premier guide, c'est la notion d'habitat. De quoi ça parle? En fait, ça nous met en perspective là, pour comprendre qu'est-ce qu'un habitat. Donc, évidemment, on parle de la nourriture, ça prend de l'eau. Souvent, ce qui est oublié, c'est le couvert de protection. Donc, le type de couvert de protection. Est-ce que pour certains animaux, ça prend des conifères? Pour certains, ça prend un couvert de sapinage, de conifères en hiver, mais en été, ils vont manger à d'autres endroits. Certaines espèces à proximité d'étangs, bref. On nous met un peu, dans le fond, le choix de l'habitat, la définition de l'habitat, puis on parle un peu, c'est ça, de différents types d'animaux comme le lynx, la bécasse, puis on nous met un peu dans le bain là, au niveau de qu'est-ce que ça mange, pourquoi ça vit dans tel type de lieu. Ensuite, le deuxième guide. J'ai oublié de le mentionner, mais les guides, ça fait environ 5-10 pages chaque à peu près, même moins. Fait que c'est très directif, pas directif, mais on va direct à l'objectif. On tourne pas autour. Donc, le deuxième guide sur la Gélina tupée, qui est ici. Ça, il y en a chez moi. Communément appelée la perdrix, pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que la Gélina tupée. Donc, ce qu'on apprend là-dedans, c'est qu'elle est active, je vais vous faire un petit résumé, là, de l'aube au crépuscule. Sinon, ce que j'ai trouvé intéressant, la femelle pond une douzaine d'œufs en moyenne. 12 œufs, c'est quand même beaucoup. Puis les jeunes gélinotes, en fait, vont demeurer sous le couvert de la protection de leur mère durant une dizaine de semaines. Ce qui est quand même assez long. Puis la gélinote, en fait, elle va avoir ses petits dans un endroit qui est plus en bordure de forêt pour que ces petits puissent plus facilement se promener puis être protégés sous un couvert de protection. Mais c'est pas nécessairement son habitat, c'est vraiment son habitat pour la reproduction. C'est ça qui est intéressant, c'est que la gélinote, en fait, elle va se reproduire plus rencontrer son mâle, si on veut, dans les sites où la forêt est davantage mature. Ensuite, elle va aller en bordure pour pondre ses œufs, pour s'occuper de ses petits. Puis après ça, elle va retourner là, dans son habitat plus naturel, si on veut. Plus approprié en âge adulte. Donc, jusqu'à 6 semaines, les oisillons s'alimentent d'insectes, après quoi ils se nourrissent, comme les adultes, de matière végétale. En fait, comme beaucoup d'oiseaux, en fait, leur besoin en protéines est très élevé quand ils sont des petits oisillons. Fait que la mère puis les petits oisillons vont en fait se nourrir d'insectes, même si c'est des animaux qui sont en général herbivores. Donc, au niveau des besoins de l'habitat, on parle d'un aménagement ici, un habitat de tambourinage. En fait, c'est simplement un tronc d'arbre qui est sur le côté. J'ai oublié de vous mentionner, mais la gélinote pond ses œufs souvent au pied des arbres, donc dans le broussailles. Puis on a un plan ici. En fait, il s'agit pour faire un aménagement, donc première façon, abattre partiellement un arbre d'environ 30 cm de diamètre. Puis ensuite, il faut s'assurer que la pente ici, soit de moins de 10%. Puis en fait, on laisse l'arbre surélever comme ça. Puis ça va faire en sorte que le mâle, en fait, il va aller se jucher là-dessus. Il va faire sa parade pour la femelle, pour attirer la femelle. Puis, il va peut-être concrétiser. Il va peut-être scorer.
c'est ça, l'habitat de nidification, un tas de broussailles. Donc c'est un endroit où elle peut voir venir les prédateurs de loin. Donc si on est intéressé à avoir de la gélinode chez soi, ça peut être une bonne façon de faire que de mettre un peu de broussailles là, autour de troncs d'arbres qui a une vue assez dégagée dans un habitat qui est propice pour la nidification. Sinon, à l'âge de 10 jours, les jeunes vont commencer à voler. Donc ça se fait assez quand même rapidement. Ça vole pas très bien une gélinote, hein. Sûrement que vous l'avez déjà remarqué. Des sites de tambourinage, comme je vous disais, en fait, on parle de sites, l'installation, là, on peut en installer de 2 à 4 sites par hectare. Donc, s'il n'y a pas ces sites-là, ça va être vraiment difficile pour le mâle de faire ses parades, puis il risque d'aller ailleurs, en fait. Ça va être ça pour la gélinote. Ensuite, le tétra du Canada. Souvent confondu avec la gélinote, ils se ressemblent beaucoup. Personnellement, j'ai encore de la difficulté à les distinguer. J'ai les deux chez moi. Lui, il vit surtout dans les forêts qui sont plus matures, en fait. Puis il est très peu méfiant envers les humains. C'est ce qui fait en sorte que il est chassé, mais il peut être facilement chassé à l'excès, là. Pour vous raconter une anecdote, je me suis déjà fait raconter, un ami disait, les tétras c'est facile, tu peux en tuer 8 dans un arbre. Il suffit de commencer par celui qui est en bas, tu tires en montant. Fait qu'ils sont, c'est pas des Einstein, là. Ils sont pas très futés. Sinon, après l'accouplement, la femelle pond 6 œufs. C'est quand même beaucoup moins comparativement à la gélinote. Il y a pratiquement la moitié. Puis ça va être un peu le même type de nid. C'est une simple dépression donc à la base d'un arbre. C'est même en fait plus simple, il y a moins besoin de broussailles. Après, ça prend 24 jours avant l'éclosion des œufs. Principaux prédateurs, évidemment, on a le renard. Ça, je trouvais ça intéressant. Les densités de population, en fait, ils comparent à la gélinote. Les tétras, c'est environ 5 mâles pour 100 hectares. Tandis que pour la gélinote, on parle de 70 mâles pour 100 hectares. Il y a vraiment une grosse différence, en fait, au niveau de la population entre les tétras et les gélinotes. Il y a beaucoup plus de gélinotes. Domaine vital, je trouvais ça quand même intéressant. Ça, en fait, il va couvrir environ 25 hectares. Donc, un tétra, ça se promène quand même beaucoup. 25 hectares, c'est quand même pas une petite superficie. L'aménagement de l'habitat, ben, il réside principalement dans une forêt qui est résineuse. Ensuite, la bécasse. Bécasse d'Amérique. Ça aussi, c'est tous des animaux, dans les guides, la plupart, c'est des animaux qui sont prisés un peu par la chasse. Évidemment, parce que les gens sont beaucoup plus intéressés à faire des aménagements qui vont les favoriser dans leur chasse. Donc, la bécasse d'Amérique, j'ai pas goûté à ce type d'oiseau-là. C'est quand même un oiseau qui est assez petit. Donc, la bécasse d'Amérique, elle, ce qui est particulier, c'est que c'est une espèce migratrice. C'est une espèce qui a un très long bec. C'est une espèce qui est carnivore, contrairement aux deux autres qu'on a vus avant, donc le tétra et la gélinote. En fait, la bécasse se nourrit principalement de vers de terre. Puis elle vit surtout en bordure. Donc elle repart dès les premiers froids au mois d'octobre. C'est une alimentation qui est carnivore, comme je disais, vers de terre. La bécasse va être crépusculaire, c'est-à-dire elle va se nourrir au début et en fin de journée. Les vers de terre constituent 60% de son régime alimentaire, c'est quand même très élevé. Donc un oiseau adulte peut ingérer jusqu'à l'équivalent de la moitié de son poids en vers de terre chaque jour. C'est pas très permaculture, ça. Ça, je trouvais ça super intéressant. Les poussins quittent le nid seulement quelques heures après l'éclosion. Je suis sûr qu'il y a des parents qui aimeraient ça. Mais non, mais c'est quand même impressionnant. Quelques heures après l'éclosion, d'habitude, ça prend quand même un certain temps. Donc, c'est un animal qui est quand même relativement autonome rapidement. Sinon, c'est ça. On parle surtout de bordure, en fait, de besoin de l'habitat. On parle de bordure, donc on vous montre des petits plans, là, en fait, l'élargissement d'une bordure. Puis de pas faire ces bordures de manière rectiligne, donc puisqu'on maximise, en fait, l'effet de bordure, la superficie de la bordure, en faisant des arcs, des cercles, etc. Donc, on nous décrit comment faire une bordure, c'est pas compliqué, tu prends une scie mécanique. Ça, je trouvais ça intéressant. J'avais pas de connaissances là-dessus. Donc, comment déterminer si l'eau naît
Donc l'onde rugueux ou l'autre, crispée. Donc, elle est devenue trop vieille pour la bécasse, en fait, ou elle sera pas intéressante pour la bécasse. Donc, celle de gauche, en fait, caractérise les branches qui sont affaissées. Donc, on voit les branches un peu comme les bouleaux en hiver. Ils se baissent, donc les branches poussent à l'horizontale, tandis que ce qu'on veut, c'est qu'ils poussent à la verticale. Donc, pour faire une taille, en fait, c'est simple. On fait juste couper à la base, puis ça repousse tout seul. Donc, on peut vraiment renouveler son lieu. Le lièvre, je vous en parlerai pas parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'aménagement que j'ai fait pour le lièvre. Sinon, un autre guide technique, conservation des chicots. Les chicots, en fait, c'est les troncs d'arbres morts. Donc, on nous dit, on fait des distinctions, je trouve ça intéressant. Sur les types de chicots. Donc, les chicots qui sont durs, c'est des grands arbres morts avec une décomposition qui est peu avancée. Ça attire pas nécessairement les mêmes espèces versus les chicots qui sont mous. Donc, les chicots qui sont mous, c'est évidemment les chicots qui sont décomposés d'une manière qui est très avancée. Donc, pour les chicots durs, on dit que ça attire davantage les pics-bois. Ça peut être un endroit pour les nids, pour la mésange à tête noire, des petits mammifères tels que l'écureuil ou la martre d'Amérique. Tandis que les chicots mous, ben évidemment, c'est plus colonisé par les insectes, les champignons. On a les chicots vivants. Ça, c'est des arbres en fait de taille variable qui sont partiellement vivants. Donc, on voit souvent ça dans des arbres qui sont à moitié morts ou à moitié vivants, tout dépendamment comment vous voyez le verre, à moitié plein ou à moitié vide. Donc, ça aussi, c'est pour d'autres animaux en fait. Donc, l'utilisation des chicots, on nous dit que, évidemment, c'est un lieu de nidification pour l'hirondelle bicolore aussi. Je trouve ça intéressant parce que c'est déjà quelque chose que je fais chez moi. Il y a déjà des arbres que je laisse en chicot, en fait, parce que de toute façon, ils n'ont pas de valeur pour moi au niveau du chauffage. J'ai déjà beaucoup de bois de chauffage également. Mais c'est intéressant de voir les pics-bois qui picossent là-dedans. Bref, c'est important d'en garder. Donc, sinon, il nous dit il est préférable de laisser quelques chicots de hauteur et de diamètre variés. Donc, aux 10 à 12 chicots par hectare de forêt, si possible. Évidemment, ce qu'on dit aussi, c'est que c'est notamment beaucoup plus intéressant de garder les chicots en bordure de ruisseaux, en bordure de milieux riverains, donc de milieux humides, bordure d'étangs, puisque ça va être le lieu de nidification de certaines espèces de canards également. Donc, très important d'en garder le plus possible. Puis on va nous décrire un peu tous les types d'animaux qui sont liés à l'utilisation de chicots comme habitat ou comme lieu de reproduction. Donc, je vous les passe. Là. En fait, on ne les regardera pas ensemble. Si ça vous intéresse, vous avez juste à photocopier, télécharger en PDF comme vous voulez ce document-là. Ensuite, guide technique numéro 7. Plantation de haies, brisement pour la faune. En fait, c'est une petite introduction là, sur le rôle des brise-vents. Par exemple, là, on nous indique le vent est dominant ici. On nous dit la première rangée. Pardon. Un arbre qui va pousser très haut. Ensuite, deux plus petits. Puis, cinquième rangée, un peu des arbustes si on veut. Puis, on nous énumère un peu quel type d'animaux est attiré par tel type de forêt, d'arbres. On nous fait un petit exemple. Donc, première rangée, ça peut être de la mélanchier en alternance avec le sureau. Deuxième rangée, tilleul d'Amérique. Troisième rangée, conifère. Et ensuite, on revient avec tilleul, sureau, à mélanchier. C'est juste une brève introduction, en fait. 8. Guide technique sur l'aménagement et protection des ruisseaux en forêt privée. Donc, l'importance des milieux riverains. On nous dit évidemment, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est d'éviter de creuser des fossés qui vont s'écouler directement dans les cours d'eau. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire un petit bassin de sédimentation. Donc, on creuse une petite cavité qui est plus basse versus notre cours d'eau, ce qui fait que notre eau va ruisseler, va aller à l'intérieur. Les sédiments qui vont être lessivés
vont se déposer à l'intérieur du bassin de sédimentation, puis avec une pelle, soit mécanique si la grosseur est immense, ou même juste vous allez curer en fait, vous pouvez le faire à la main, donc curer votre petit bassin de sédimentation, ça évite en fait d'embourber le ruisseau. On nous montre un peu comment bâtir une petite frayère. On nous montre un peu aussi des types en fait d'aménagement, donc de la coupe sélective, laisser des troncs d'arbres, des chicots près des rives, des roches placées d'une certaine... faire des aménagements, en fait, des abris près de l'eau. Bref, de faire les aménagements près de l'eau, près de sources riveraines, c'est toujours un avantage. C'est ça qu'on apprend là-dedans. Ensuite, numéro 9, installation de structures pour favoriser la petite faune. Là, on parle surtout de petits oiseaux. On parle zone agricole, on parle d'oiseaux, ouais c'est ça. On va vous montrer un peu des mesures pour fabriquer un nichoir. Nichoir pour l'hirondelle et le merle bleu, donc l'hirondelle bicolore. Ça c'est intéressant, on a toutes les mesures en fait. Donc ça peut être très pertinent si vous adorez les oiseaux. Donc on a les types de nichoirs, le type d'ouverture, le diamètre, puis qu'est-ce que ça attire. Super intéressant, ça je me suis mis des étoiles, puis je vais me faire des nichoirs, c'est certain, puis je vais m'inspirer de ça. On a différents types de nichoirs, par exemple comme pour le merle d'Amérique, pour les canards aussi. Donc très intéressant cette partie-là. Les cabanes à écureuils, d'autres types de nichoirs. Ici on parle plus, en fait on revient un peu sur le tétra. Des petits abris en branches, on explique un peu comment faire. Certains abris avec du bois, d'autres avec des pierres. Des abris avec près d'une souche, donc de favoriser ces espaces-là. Guide technique numéro 10, aménagement de milieu pour les amphibiens et les reptiles. Donc la majorité des amphibiens se reproduisent dans l'eau alors que les reptiles pondent leurs œufs sur terre. Donc, l'eau est vraiment un facteur important pour les amphibiens puis les reptiles. Ça, je pense que vous le saviez déjà, mais c'est quand même important de l'avoir en tête. Donc, les couleuvres, quant à elles, vont chercher des tas de pierres, donc surtout près de l'eau. Donc, je sais pas si j'ai des tas de pierres près de mon ruisseau, mais si j'en trouve, ben, je vais favoriser en fait pour les couleuvres puis pour les amphibiens. C'est ça, on parle un peu des petits types d'aménagement, bref, c'est juste de l'empilage en fait, de bois ou de pierre. Rien de bien compliqué, rien de bien technique. Ça ici c'est un aménagement qui est plus complexe en fait, c'est pour l'hibernation des couleuvres. Donc on creuse une cavité, on enterre des pierres, mais on laisse l'espace entre les pierres. Puis là il met aussi également des morceaux de bois, donc la couleuvre va rentrer à l'intérieur puis elle va aller hiberner à l'intérieur. Aménagement d'un étang pour la sauvagine. Donc, on a deux types d'étangs. Les étangs qui sont endigués, donc qui sont contenus par une digue, et les étangs qui sont creusés. Donc, creuser, c'est simplement un trou. C'est moins compliqué, mais ça prend une nappe phréatique qui est basse, évidemment. Donc, on nous décrit un peu le type d'étang. C'est très vite, là. Il y a des documents beaucoup plus complets que je vais lire, dont je vais vous parler dans d'autres vidéos. Donc, on nous parle de la pente du 2 en 1 ou du 3 dans 1, tout dépendamment. Donc, même la digue. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est toujours de prévoir un déversoir. Ça, c'est important de le mentionner pour, pour protéger son étang. Sinon, on a des coupes transversales ici de la digue, donc avec deux types de valves pour permettre la vidange. Donc, soit pour curer son étang, soit pour juste le descendre. On a également, ça je trouve ça pas pire aussi, c'est un type de protection contre le castor. Donc le castor fait souvent son barrage. En fait, ce qu'il faut faire pour contrer ça, c'est de passer un tuyau dans son barrage avec un grillage au bout. Il n'arrivera pas à le colmater en fait. Puis c'est ce qui est l'idéal pour contrôler son niveau d'eau sans être aux prises avec la problématique du castor qui fait monter les niveaux d'eau. Ensuite, on a numéro 12, l'aménagement d'endroits incultes. Il s'agit globalement
de ravins, d'anciens chemins, de sites qui sont dits inutilisables, donc de tas de pierres. Donc c'était pas le plus intéressant celui-là. On va le passer rapidement. 13. La création de petites ouvertures pour la faune. En fait, on nous parle de comment créer des ouvertures pour favoriser certains types d'animaux. La plupart du temps, c'est pour le chevreuil ou pour... ça peut être pour la gélinote aussi, le lièvre. Bref, il y a quand même beaucoup d'animaux qui se nourrissent en bordure. Donc, on nous dit évidemment de favoriser des courbes plutôt que les lignes droites. 14. Les ravages de cerfs de Virginie. Ça, je trouvais ça intéressant parce que ravage, pour moi, je connaissais pas beaucoup ça, mais ravage, pour moi, ça voulait dire vraiment un site ravagé. Mais en fait, les ravages, c'est un lieu où le cerf va se nourrir en hiver. Donc, c'est le document qui est le plus volumineux avec le dernier qui est sur la formation de Ponceau. Donc, on nous dit que où est sa présence. Donc, c'est plus sur la rive sud, en fait, qui ont des problématiques pour les agriculteurs, puis sur l'île d'Anticosti, donc sur la rive sud du Saint-Laurent. Un bon habitat pour le cerf, c'est un couvert qui est adéquat, nourriture abondante, faible perte d'énergie, donc en fait, c'est le couvert fermé qui a moins de neige, donc lui, il peut se promener plus facilement. On nous explique, par exemple, ici, on a un petit dessin. Donc, feuillus, étages arbustifs ou résineux, donc en altitude, sont pas intéressés pour en hiver. Ils vont vraiment descendre puis s'en aller vers tout ce qui est forêt de résidus. Ils sont davantage intéressés par le sapinage des épinettes parce qu'ils retiennent plus la neige dans les arbres comparativement à tous les types de pins. Donc, si vous voulez favoriser le cerf ou le défavoriser selon votre milieu, vous avez juste à couper vos épinettes puis vos sapins. Donc, on nous dit un peu la meilleure façon en fait de passer d'une forêt qui est mature tout en faisant du prélèvement de bois sans endommager son lieu. Donc, on fait un éclaircissement. On laisse pousser en fait les arbres. On laisse passer des années. Puis ensuite, une fois que la pousse est commencée, bien entendu, on fait une coupe finale, une autre coupe. Ensuite, 15. Traverse de cours d'eau. Ça, je trouvais ça particulièrement pertinent, surtout pour moi, en fait, parce que je vais lire un document. J'ai plusieurs documents assez volumineux, dont je vais vous parler également plus tard. Mais moi, j'ai 2 ponceaux à réparer, en fait, puis j'en ai un assez gros que je dois installer, que je veux installer. Donc, c'est toujours intéressant de se construire des connaissances là-dessus. Donc, ce qui est important, donc, par exemple, éviter de créer des chutes d'eau à la sortie des ponceaux. Donc, on voit l'image, évidemment, est amplifiée, là. Mais en fait, ce qu'on parle, dans le document, on parle de 30 cm maximum, d'éviter, en fait, 30 cm de chute d'eau. Mais en jasant avec un ami qui est biologiste, on parle plus de 20 cm. Idéalement, c'est le moins possible, parce que certaines espèces de truites, donc la truite mouchetée qui n'arrivera pas à remonter si c'est supérieur à 20 cm. Donc on nous décrit en fait l'ombre fontaine, ça c'est le poisson donc que je parle. Puis quel type de milieu. En fait c'est sur le meilleur moyen de construire son ponceau tout en impactant au minimum la biodiversité. Donc placé évidemment à l'angle droit le plus possible et non en croche. On nous dit également s'il y a un endroit de frais pour les poissons, donc de la distance adéquate pour bâtir son ponceau. On nous inscrit également un petit rapport coût selon les types de ponceaux, donc à combien ça revient coût total. En fait, moi je pense que je vais mettre en place, c'est un arche en acier. D'abord, j'aime pas le plastique, puis en acier. En fait, le principe de l'arche est intéressant parce qu'on travaille pas le fond de son ruisseau. Donc, on fait vraiment juste un arche. Le coût est plus élevé un peu pour le tuyau en tant que tel, mais si on fait venir des matériaux extérieurs, du matériel, en fait, on a besoin de en moins grosse quantité.
Donc tout ça est à réfléchir. Ça ressemblera à ça en marche. Idéalement, il faut assécher la zone. Donc on nous fait un peu les types de dessins là, de schémas qui sont à suivre. Donc il y a une construction d'une mini digue si on veut afin de mettre vraiment son tuyau à un endroit sec. On nous explique toutes les façons de faire un peu de manière rapide et concise. C'est ce qui fait le tour pour ce document-là. Donc tous les liens vont être dans la description. C'est gratuit. Si ça vous intéresse, allez-y.